Un ancien soldat discret a fait ce que personne d'autre n'osait faire, il a percé à jour la façade impeccable d'une femme en qui tout le voisinage avait confiance, et ce, à partir d'un simple signal fugace émis par un enfant qu'il n'avait jamais rencontré. Il a ensuite découvert quelque chose que tout le système avait négligé pendant 2 ans, une vie humaine retenue captive en plein cœur de l'Amérique. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les semelles de ses bottes produisaient un léger claquement sur le trottoir de briques rouges. Daniel Reese marchait lentement, chaque pas assuré et mesuré. Dans sa main gauche, il s'appuyait sur une canne de rééducation pour son genou. Dans sa droite, une bouteille d'eau à moitié vide se balançait au rythme de sa foulée. Des perles de sueur collaient encore à sa tempe. Il venait de quitter sa séance de kinésithérapie au centre de réadaptation pour vétérans, 2 rues plus loin. Son genou gauche lui faisait encore mal, mais ce n'était pas la douleur qui pesait sur lui. C'était ce vide familier, celui qui s'insinuait en lui chaque fois qu'il sortait de la clinique. « Salut, Dan », lança un jeune soldat en hochant la tête alors qu'il passait en courant dans la direction opposée. Daniel lui rendit son salut, pas tout à fait un sourire, mais assez pour accuser réception. Il regarda le jeune homme disparaître au bout du chemin, puis s'arrêta à la petite intersection près de l'ancien arrêt de bus. Le soleil brillait encore, mais sa lumière de fin d'après-midi s'était adoucie. Une brise légère agitait les drapeaux américains qui bordaient les 2 côtés de la rue, les faisant flotter paresseusement, comme si l'air lui-même était fatigué. Une silhouette traversa son champ de vision, une femme, probablement au début de la quarantaine, les cheveux blonds soigneusement tirés en arrière, vêtue d'une chemise à manches longues et d'un jean foncé. Sa main gauche serrait la petite main d'un garçon mince, âgé de 6 ans tout au plus. Il marchait rapidement sur le trottoir d'en face, le pas de la femme si vif qu'elle traînait presque l'enfant derrière elle. Daniel n'y prêta pas grande attention. Le quartier voyait passer de nombreux résidents temporaires, les familles de militaires allaient et venaient sans cesse. Mais le garçon se retourna, juste une seconde, peut-être même pas une seconde entière. Ses grands yeux hantés semblaient regarder droit à travers Daniel. Puis l'enfant leva le bras, non pas pour saluer, ni pour se protéger du soleil. 3 doigts levés dans son dos, rapides, subtils. Daniel se figea, tout son corps se raidit. 3 doigts, paumes tournées vers l'intérieur, un geste fait derrière son dos. Tout le monde ne le reconnaîtrait pas, mais Daniel avait participé à des missions de libération d'otages en Syrie. Il savait exactement ce que cela signifiait. C'était un signal de détresse silencieux, développé conjointement par des organisations de défense des droits de l'homme et l'armée pour les situations où il était impossible de parler. Il se retourna. Ils avaient disparu derrière le mur d'enceinte blanc. Le garçon ne s'était pas retourné. Daniel accéléra le pas, ignorant la douleur à son genou. Il traversa la rue, balayant les environs du regard. Là, une ruelle menant au bâtiment 17, qui faisait partie des logements temporaires pour les familles de militaires. « Non, ça ne peut pas être ça », murmura-t-il. Peut-être que le gamin ne faisait que jouer. Peut-être que c'était une coïncidence. Mais ses yeux, ce n'était pas le regard d'un enfant heureux. Il s'arrêta au coin de la rue. De là, il pouvait voir le portail du bâtiment 17, où la femme venait d'entrer avec le garçon. Le portail en fer était fermé. Pas de sonnette. La porte d'entrée était close. Pas de voix, pas de télévision, pas de rire. Daniel sortit son téléphone, ouvrit l'appareil photo et zooma. À un mouvement rapide. Quelqu'un venait de tirer le rideau de la fenêtre du premier étage. Daniel aperçut un mouvement subtil, peut-être une main. Il vérifia l'heure, 17h13. Daniel fit demi-tour, courut jusqu'à sa maison à une rue de là et attrapa les jumelles compactes qu'il utilisait habituellement pour observer les oiseaux dans les collines derrière la base. De retour au même endroit, il regarda de plus près. La fenêtre du premier étage avait des rideaux à double épaisseur, difficiles à traverser du regard, mais dans un mince interstice, il distingua une petite main agrippant le bord du tissu. Elle ne tremblait pas, ne bougeait pas. Elle tenait juste, comme quelqu'un de terrifié à l'idée qu'on puisse l'ouvrir. Daniel baissa les jumelles, son cœur battant lentement mais lourdement. Il avait déjà vu ça, dans des zones de guerre, chez des enfants que personne n'avait pu atteindre à temps. Daniel leva les yeux. Il sut à cet instant qu'il avait franchi une ligne. Il n'était plus un simple observateur. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ce moment même venait de commencer à changer le cours de la vie d'un enfant. La nuit s'installa doucement sur le quartier. Les rangées de logements militaires s'étaient éteintes tôt, seules quelques fenêtres faiblement éclairées brillaient au loin.
Daniel était assis seul dans son petit bureau, l'écran de l'ordinateur projetant une lumière blanche et pâle sur son visage pensif. L'image du garçon tournant la tête et levant la main ne cessait de tourner en boucle dans son esprit. 3 doigts tremblants, paumes tournées vers l'intérieur. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Ce n'était pas une farce d'enfant. Daniel zooma sur l'image, plissant les yeux pour examiner chaque détail du visage du garçon. Ses yeux, toujours les mêmes, profonds et perdus. Il ouvrit une fenêtre de navigateur et se connecta à la base de données interne des résidents, accessible uniquement aux militaires en service actif et retraités. Quelques clics rapides et il tapa dans la barre de recherche « Morrison Lane, numéro 17 ». Les résultats apparurent. Lauren Blake, 42 ans. Statut, célibataire. Profession, ancienne conseillère pour enfants. Durée de résidence, près de 8 mois. Aucune corésidence mentionnée. Aucun enregistrement de mineur. Daniel se redressa, sa main faisant défiler la page jusqu'à la section des personnes à charge, vide. Aucun dossier d'enfant associé, aucune inscription scolaire, aucune couverture d'assurance. Aucune trace d'un garçon nommé Lucas, comme la femme l'avait appelé. Un frisson parcourut son échine. Il se tourna vers le système de surveillance de la maison, où les enregistrements vidéo automatisés étaient sauvegardés toutes les 12 heures. Il remonta jusqu'à la séquence de l'après-midi. À l'écran, Lauren serrait fermement la main du garçon et le tirait à travers le cadre. Ses pas étaient rapides et rigides, comme si elle fuyait quelque chose. Le garçon ne résistait pas, mais personne n'aurait pu dire qu'il était à l'aise. Son corps penchait légèrement en arrière, ses petits pas peinant à suivre le rythme, et ses yeux fixaient la caméra, comme s'il cherchait quelqu'un. Daniel mit la vidéo en pause, captura une image fixe et l'imprima. Il resta assis, fixant la photo pendant quelques secondes, puis se retourna vers son bureau et ouvrit le système de gestion étendu des résidents, où étaient conservés les dossiers des séjours temporaires. Parcourant les données, il cliqua sur l'adresse précédente de Lauren. New Jersey. École maternelle privée Saint-Alora. N'y travaille plus. Un nom refit surface dans sa mémoire. Saint-Alora avait été poursuivi en justice 2 ans plus tôt pour des allégations d'abus internes. Il déterra le vieil article. En effet, Lauren y avait travaillé. Elle avait été mise en congé sans solde pour un comportement jugé inapproprié envers de jeunes enfants. Daniel se recula dans son fauteuil et soupira. Quelque chose dans cette histoire clochait. Le lendemain matin, le ciel était bas et gris, une légère bruine tombait. Daniel s'arrêta au bureau de la sécurité de la base, non pas pour déposer un rapport, mais pour une conversation privée. L'officier de service était le lieutenant Harris, nouvellement affecté et en poste depuis à peine 1 an. Jeune, son visage se crispa légèrement lorsque Daniel mentionna un possible signal de détresse et un enfant qui pourrait être détenu illégalement. « Qu'avez-vous pour le prouver » demanda Harris, non pas hostile, mais clairement prudent. Daniel posa 3 photos imprimées et claires sur le bureau. L'une montrait le signal à 3 doigts, une autre capturait Lauren emmenant le garçon, et la dernière était un gros plan du visage de l'enfant alors qu'il attendait qu'elle ouvre la portière de la voiture. Harris les examina attentivement, sans rien dire. Daniel continua, « Cet enfant n'a pas de dossier scolaire, pas de carnet de vaccination, pas d'assurance. Personne ne sait d'où il vient. Mais selon la loi de l'État, toute personne vivant avec un mineur pendant plus de 48 heures sans le déclarer est légalement responsable. Et si elle est la mère biologique? Il n'y a pas de certificat de naissance. Personne ne l'a jamais vue enceinte ou avec un bébé au cours des 3 dernières années. Et plus important encore, Daniel marqua une pause, la façon dont ce garçon m'a regardé, aucun enfant ne regarde un étranger de cette façon, sauf si quelque chose ne va pas. Sauf s'il n'est pas en sécurité. Harris resta silencieux un moment, puis parla doucement, « Je vais remonter cela au commandement. Mais vous savez, sans un avis de disparition de la famille, il n'y a pas suffisamment de motifs pour agir. » « Et si cette famille ne sait même pas où se trouve son enfant ?» demanda Daniel sans détour. Cet après-midi-là, il était assis seul dans son bureau, passant en revue chaque image qu'il avait sauvegardée. La lueur de l'écran éclairait les rides d'inquiétude gravées sur son visage. Un mouvement attira son attention. Il rembobina et ralentit la séquence. Le garçon levait la main et tirait sur la bretelle de son sac à dos, puis grattait légèrement la fermeture éclair. Un mouvement répété, subtil, silencieux, mais chargé d'un malaise palpable. Il zooma sur le poignet du garçon, là où la manche s'était accidentellement relevée. Quelque chose ressemblait à un bleu. Pas grand, mais avec la forme distincte de l'empreinte d'un pouce. Daniel resta immobile.
des souvenirs d'enfants qu'il avait autrefois sauvés de zones de guerre lui revinrent en mémoire. Les mêmes bleus, aux mêmes endroits, le même silence face aux questions. Une décision prit lentement forme dans son esprit. Il n'y avait plus de doute. Il devait savoir qui était cet enfant. Et il devait découvrir qui était vraiment Lorraine. Il ne pouvait plus se contenter d'observer, car il savait que son action pourrait réellement changer quelque chose. Daniel entra dans la bibliothèque militaire, où les lumières douces et jaunes jetaient une lueur sur le sol carrelé et froid. Il se dirigea directement vers la rangée d'ordinateurs au fond, sa place habituelle, celle où il passait des heures lorsqu'il travaillait encore dans le renseignement. Sans aucune hésitation, il se connecta, ouvrit le moteur de recherche. Ses doigts volaient sur le clavier, rapides, nets, précis. Dans son esprit, chaque signe, chaque détail, de la façon dont le garçon évitait le contact visuel à sa réaction craintive à la mention du nom de Lucas, en passant par ce regard inhabituellement sur la défensive, tout cela pointait vers une seule possibilité, un enlèvement. Daniel serra légèrement le poing, puis il tapa la première phrase, enfant disparu aux États-Unis au cours des 3 dernières années. Filtre, masculin, environ 4 à 7 ans, cheveux bruns, yeux gris ou bleu foncé. État prioritaire, New Jersey, Pennsylvanie, Géorgie. Le système commença à scanner. Une longue liste apparut, chaque nom représentant une famille brisée, une nuit de sommeil qui ne s'achevait jamais vraiment. Daniel parcourut chaque profil, comparant un par un. Le visage du garçon était encore clair dans sa mémoire, ses yeux, ses petites oreilles, le nez légèrement de travers, et cette façon de s'agripper à la bretelle de son sac à dos comme si c'était la seule chose au monde qui lui appartenait vraiment. À la 47e entrée, sa main se figea. Tommy Harrington. Âge, 4 ans. Disparu de Norcross, Géorgie. Date de disparition, 22 avril, il y a presque exactement 2 ans. Daniel cliqua sur le dossier. La photo montrait un petit garçon aux cheveux en bataille, un sourire hésitant et ses mêmes yeux, presque impossibles à confondre. Sous la photo, les notes indiquaient « L'enfant a une légère tache de naissance triangulaire sous l'oreille droite. Vu pour la dernière fois avec sa mère dans un parc public. Enlèvement suspecté, mais pas de témoin clair, pas de caméra dans la zone. L'affaire a été reclassée comme inactive après 10 mois sans développement. » Ils l'ont classée, murmura Daniel, les yeux fixés sur cette ligne. Il avait vu ça trop souvent, bien trop souvent. Des affaires qui semblaient insolubles, puis tranquillement mises de côté, non pas parce que quelqu'un voulait oublier, mais parce que le système n'avait tout simplement pas assez de bras pour se souvenir. Il agrandit la photo de Tommy, puis changea de fenêtre pour afficher l'image qu'il avait prise la veille, celle du petit garçon debout à côté de Lorraine, attendant. Il ne fallut que quelques secondes pour comparer. Le pont du nez, identique. Le léger arc du sourcil droit, identique. Et surtout, la légère tache de naissance juste sous son oreille droite, en forme de triangle exact, comme décrit. Daniel expira lentement. Il avait l'impression que même une légère brise pourrait le faire pleurer, non pas de chagrin, mais parce qu'il était sûr. Tommy Harrington, le garçon qui avait disparu il y a 2 ans, était le même enfant que les gens de ce quartier croisaient tous les jours sans que personne ne l'ait remarqué. Il appela immédiatement le département de police de Norcross. La musique d'attente s'éternisait, ses bips réguliers rythmant les battements de son anxiété. Division des archives, ici l'agent Mackay, dit une voix d'homme d'âge mûr. Mon nom est Daniel Reese, militaire à la retraite. Je vis en Caroline du Sud et je crois que je viens de voir un enfant porté disparu dans vos dossiers. Il y eut un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. De quelle affaire parlez-vous, monsieur ? Tommy Harrington, disparu depuis avril, il y a 2 ans. Daniel fournit l'emplacement actuel, une photo, des détails sur la tache de naissance et même le signal de détresse subtil que le garçon avait utilisé. Après une pause, Mackay répondit, « Cette affaire a été classée faute de progrès. La mère du garçon est restée en contact avec nous, mais toutes les pistes se sont refroidies. Pas de caméra, pas de demande de rançon, rien sur quoi s'appuyer. » Eh bien, maintenant vous avez quelque chose, dit fermement Daniel. J'ai besoin d'entrer en contact avec la mère biologique de Tommy, Evelyn Harrington, s'il vous plaît. Le lendemain matin, le téléphone sonna. Un numéro inconnu de Géorgie. Daniel répondit. « C'est vous qui avez appelé pour Tommy ?» demanda une voix de femme, étouffée, tremblante, essayant de rester calme mais incapable de cacher son émotion. « Oui, mon nom est Daniel Reese. Je crois avoir vu votre fils. » Silence. Pas le silence habituel, mais celui qui s'installe après trop de vagues d'espoir et de déchirement.
Le silence d'une mère qui a répondu à des dizaines d'appels qui n'ont mené nulle part, qui a exploré toutes les mauvaises pistes, qui a serré la photo de son fils dans le noir en se demandant si elle l'avait perdu pour toujours. « Vous êtes sûr ?» demanda Evelyn, sa voix empreinte de méfiance. « Je suis désolé, mais j'ai reçu quelques appels comme celui-ci. Des gens disaient l'avoir vu à Walmart ou à la gare. Certains ont même envoyé des photos, et il s'est avéré que c'était l'enfant de quelqu'un d'autre. » Daniel se redressa, sa voix calme, pas insistante, juste stable. « Je comprends. Je ne prétendrai pas être sûr à 100%, mais j'ai des photos. J'ai une tâche de naissance. J'ai un enregistrement d'une femme nommée Lorraine, et il y a un petit garçon qui se fait appeler Lucas, mais il tire sur la bretelle de son sac à dos exactement comme Tommy le faisait, tout en me regardant comme s'il demandait de l'aide. » Silence à nouveau. Puis, à l'autre bout du fil, le son de sanglots étouffés. Pas de douleur, mais d'une peur plus profonde, la peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraine » murmura Evelyn. « Vous avez dit Lorraine ?» Daniel marqua une pause. « Vous la connaissez ? Une ancienne amie ? Je travaillais avec elle il y a environ 4 ans. Elle a disparu après avoir été suspendue pour des signes d'instabilité psychologique. Je n'aurais jamais imaginé. Mais si c'est elle ? » Sa voix se brisa. « Je peux vous envoyer une photo de lui quand il avait 3 ans. Il avait cette habitude de tirer sur la bretelle de son sac à dos chaque fois qu'il était nerveux. Je le sais, parce que je lui tenais la main tous les matins en allant à l'école, et c'était la même chose à chaque fois. » Daniel serra le téléphone plus fort. « Madame Evelyn, j'ai besoin que vous veniez ici dès que possible. »« J'arrive. Je n'ai pas besoin de plus de raisons. S'il y a la moindre chance, je la saisirai. »« Merci, » dit Daniel, sa voix lente mais ferme. « Le premier vol est à 5h40 demain matin. Je serai là dans l'après-midi. » Le même après-midi, Daniel était assis seul sur le banc du parc où il avait vu Lorraine promener Tommy. Dans ses mains, un dossier imprimé et la photo qu'Evelyn venait de lui envoyer. Tommy a 3 ans, assis à côté d'un chien en peluche presque aussi grand que lui. Le garçon arborait un sourire aux lèvres pincées, mais ses 2 mains agrippaient les bretelles de son sac à dos, ses yeux légèrement tendus, comme s'il retenait quelque chose. Exactement pareil. Ça ne pouvait être personne d'autre. Le vent bruissait dans les feuilles sous ses pieds, mais Daniel ne l'entendait plus. Dans son esprit, une seule vérité demeurait. Cet enfant ne devait pas être oublié, pas enterré dans des dossiers poussiéreux, pas laissé à vivre en silence un jour de plus. Il regarda au loin. La porte de la maison numéro 17 était toujours fermée, les rideaux toujours tirés. Tommy était peut-être assis derrière. Il tremblait peut-être. Il attendait peut-être quelqu'un d'assez fort pour briser le silence. Et cette fois, Daniel Reese ne resterait pas sur la touche. Après un appel téléphonique avec Evelyn qui dura plus de 10 minutes, Daniel n'avait toujours pas quitté le banc du parc. Il se tenait maintenant adossé à un arbre près de l'entrée ouest, où de grands pins adoucissaient le soleil de l'après-midi. Les mains dans les poches de son manteau, ses yeux étaient fixés sur l'aire de jeu au loin, plus précisément sur le banc de pierre près de la fontaine. Comme il y a 2 jours, même heure, même endroit. La familière voiture beige s'arrêta doucement au bord du trottoir. La portière s'ouvrit. Lorraine sortit la première, robe chemise bleu clair, cheveux soigneusement attachés, chaussures à talons bas, et juste assez de maquillage pour paraître posée. Elle ressemblait au genre de mère que l'on voit dans un livre sur la parentalité, impeccable, douce, l'idéal livresque. La portière arrière s'ouvrit d'un clic. Le garçon apparut. Petits pas hésitants. Pas de course, pas d'appel à maman. Une main agrippait la bretelle de son sac à dos, ses yeux rivés au sol. Daniel plissa les yeux. Le garçon ressemblait exactement à la photo qu'Evelyn lui avait envoyée, seulement plus âgé, plus mince et plus triste. Lorraine prit la main du garçon et le conduisit directement au banc familier. Pas de jeu, pas de course, pas de regard autour de lui. Il devait s'asseoir immobile, comme une ombre silencieuse à ses côtés. Daniel s'éloigna de l'arbre et contourna le parc par le côté opposé. Sans se presser, sans se cacher, juste un homme en promenade. Il s'assit sur un banc une rangée derrière eux et sortit son téléphone, faisant semblant de vérifier ses messages, mais ses yeux restaient orientés pour capter chaque petit mouvement de Lorraine. 1 minute, 2, puis cela se produisit. Lorraine se détourna, fouillant dans son sac à main pour un mouchoir. Le garçon, brièvement libre, leva la tête dans cet instant fugace. Ses yeux croisèrent ceux de Daniel. Il tressaillit, ses lèvres se pressant en une ligne serrée, mais cette fois, il ne détourna pas le regard aussi rapidement. Daniel se leva.
Il s'approcha d'une démarche calme et assurée, sa voix aussi douce qu'une brise. « Excusez-moi, je crois vous avoir vu, vous et votre fils, il y a quelques jours près de Morrison Lane, n'est-ce pas ?» Lorraine se retourna, légèrement surprise, puis offrit immédiatement un faible sourire poli. « Oh oui, nous habitons à côté. »« Bonjour. Daniel. » Il tendit la main. « Lorraine. » Elle la serra instinctivement, sans hésitation. « Et voici Lucas. » Le garçon jeta un rapide coup d'œil à Daniel, puis baissa les yeux, sa main agrippant si fort la bretelle de son sac à dos que ses jointures étaient devenues pâles. « Quel âge as-tu, mon grand ?» demanda Daniel, gardant un ton chaleureux. « 6 ans, répondit rapidement Lorraine. Nous venons d'emménager au début de l'année. 6 ans, répéta Daniel, comme pour prendre une note mentale. Il s'accroupit, se mettant au niveau des yeux du garçon. « Lucas, c'est ça ?» Le garçon ne parla pas, hocha simplement la tête. Mais alors que la manche de sa chemise glissait légèrement, elle exposa un bleu foncé sur son poignet droit. Instinctivement, Lucas le recouvrit de sa main gauche, non pas rapidement, non pas maladroitement, mais avec le réflexe de quelqu'un qui l'a fait de nombreuses fois. Le cœur de Daniel se serra, mais son expression resta calme. « Tu aimes faire du toboggan ?» demanda-t-il. Lorraine intervint aussitôt. « Oh non, Lucas a peur des étrangers. Il a subi un traumatisme par le passé, alors je ne le laisse pas interagir trop librement. » Daniel hocha légèrement la tête, ses yeux toujours sur le garçon. « Êtes-vous sa mère biologique ?» « Bien sûr, » répondit Lorraine avec un rire sec. « Je lui ai donné naissance à l'hôpital Ridgeway en Pennsylvanie. Mais qui garde ces vieux papiers de nos jours, n'est-ce pas ? » « Bien sûr. » Daniel sourit poliment, mais ses yeux enregistraient déjà chaque indice. Son débit fluide, ses mots polis, tout était un peu trop parfait. Il ne posa plus de questions, hocha poliment la tête et se tourna pour partir. Lorraine prit Lucas par la main et s'éloigna aussitôt. Le garçon jeta un regard en arrière, juste un instant, mais assez longtemps pour que Daniel le voie. Quelque chose dans ce regard voulait se libérer. Daniel se tenait seul dans le parc silencieux. Il regarda la voiture disparaître derrière la rangée d'arbres. Dans son esprit, chaque petit détail s'assemblait comme les pièces d'un puzzle. Les bleus, le regard dans les yeux, l'instinct de se cacher, et la façon anormale dont le garçon hochait la tête en confirmant son nom. Un test risqué, mais nécessaire, car Daniel savait que si Evelyn venait et que ce garçon n'était pas Tommy, cela briserait à nouveau son espoir. Et il ne pouvait supporter de la traîner dans une autre ronde de désespoir à cause d'une vague intuition. Il sortit son téléphone et appela Evelyn. « Vous êtes arrivé ? Mon vol a été retardé. J'attends le prochain. Je n'arriverai peut-être pas avant demain soir. » Sa voix était rauque. « Est-ce que Tommy va toujours bien ? » Daniel regarda la route vide, sa voix baissant d'un ton. « Il va bien, mais je ne sais pas combien de temps il pourra tenir. » La voix d'Evelyn se brisa. « Que ferez-vous si ce n'est pas mon fils ?» Daniel répondit, chaque mot s'enfonçant comme un clou dans du bois. « Si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, je ne peux toujours pas tourner le dos. Mais si c'est Tommy, alors demain soir est la ligne d'arrivée. Après ça, le système n'aura pas à agir. Je le ferai. » Evelyn prit une profonde inspiration. « Je serai là. Que ce soit Tommy ou non, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de voir de mes propres yeux. » Daniel hocha la tête, presque comme si Evelyn pouvait le voir à travers le téléphone, mais en réalité, c'était pour se raffermir. Il raccrocha. Le dernier bip résonna à son oreille, mais dans son esprit, sa voix tremblante persistait, celle d'une mère s'accrochant à l'espoir offert par un étranger. Le vent du soir passa, emportant l'odeur des feuilles humides et la brume lointaine de la fontaine. Il ne bougea pas, resta là, les mains dans les poches de son manteau, les yeux fixés sur la route où la petite voiture avait disparu. Une partie de lui voulait croire que tout était clair maintenant, que le garçon était Tommy, que les retrouvailles n'étaient qu'une question de jours. Mais une autre partie, celle qui avait survécu à des champs de bataille sans nom, celle qui avait étudié les appels désespérés de familles d'enfants disparus, lui chuchotait un avertissement, l'espoir seul ne peut pas être le seul guide. Daniel se tourna et quitta le parc, c'est pas plus résolu qu'auparavant. Le vent s'agitait toujours dans son dos, mais maintenant, il ne portait plus d'hésitation. 21h. Toute la rue Morrison Lane était devenue silencieuse. Daniel était assis dans sa voiture, garée exactement à 2 maisons de la numéro 17. Les phares étaient éteints, la radio silencieuse. Tout ce qu'il pouvait entendre était le faible tic-tac régulier de sa montre et le murmure lointain du vent balayant les bardeaux. Dans sa main, il serrait un petit boîtier en plastique.
À l'intérieur, un mini-enregistreur audio, du genre utilisé pour les opérations de surveillance rapide. Il l'avait utilisé une fois en Afghanistan, le glissant derrière un rideau en lambeaux dans une tente ennemie. Cette fois-là, il avait capturé une conversation entre deux commandants. Et cette fois, il espérait capturer quelque chose de bien pire, une vérité enfouie dans une maison américaine d'apparence paisible. La fenêtre de la chambre du premier étage était toujours légèrement entr'ouverte. Il l'avait observée toute la journée. C'était la seule ouverture non complètement scellée. Lorraine verrouillait toujours les portes, tirait les épais rideaux, s'assurant qu'aucun filet de lumière ne s'échappait. Mais comme toute personne obsédée par le contrôle, elle ne pouvait pas tout contrôler. Daniel contourna la clôture arrière, s'accroupissant bas comme un loup en chasse nocturne. Chaque mouvement était calculé. Pas de bruit, pas de précipitation. Il fixa l'enregistreur sous le rebord de la fenêtre, le calant dans le bord extérieur du rebord en brique. Il recouvrit les côtés de ruban acoustique, puis actionna l'interrupteur d'enregistrement. Une minuscule lumière rouge clignota et disparut. L'appareil était maintenant actif. Tâche accomplie. Daniel se retira par le même chemin, ne laissant aucune trace. À l'aube du lendemain matin, il revint, récupéra l'appareil, rentra chez lui, s'assit droit à son bureau, brancha le casque et lança la lecture de l'enregistrement fraîchement capturé. Les 4 premières minutes étaient remplies de bourdonnements de réfrigérateur, d'eau qui coule, de pas faisant les 100 pas. Puis, à la 5e minute, la voix d'une femme retentit, basse, délibérée, traînante, « Tu es mon enfant. Je t'ai choisi. Je t'ai gardé. Personne d'autre. Personne n'a le droit de te prendre à moi. » Silence pendant quelques secondes. Des pas. Puis la voix à nouveau, cette fois le ton avait changé, comme si elle s'adressait à une personne entièrement différente. « Lucas, tu es un bon garçon. Maman t'aime. J'étais juste un peu contrarié, c'est tout. Pourquoi continues-tu à regarder par la fenêtre comme ça, hein ?» Daniel serra plus fort sa tasse de café. Plus de doute, plus d'hésitation. C'était le signe clair d'un trouble de la personnalité. Il avança dans l'enregistrement. « Tommy, 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 ce nom ne veut plus rien dire, tu entends? C'est une ordure. Tu es Lucas. Tu es né pour être à moi. » Les lunettes de Daniel glissèrent légèrement sur son nez. Il les enleva et les posa. L'audio continua. De petits pas, un bruit de cuillère tombant sur le sol, puis un cri aigu et perçant, ne salit pas la table. « Tu veux retourner chez eux ?» Daniel arrêta l'enregistrement. Sa respiration devint lourde, comme si la pièce elle-même ne pouvait plus supporter ce qui venait d'être entendu. Cet après-midi-là, Evelyn Harrington rappela depuis le terminal d'escale. « Je serai là demain matin à la 1e heure, dit-elle précipitamment. « J'ai changé mon vol. Mais vous, êtes-vous certain que c'est Tommy ?» Daniel lui envoya une photo d'un garçon assis dans le parc, la tête baissée, une main couvrant un poignet meurtri. Evelyn resta silencieuse pendant près d'1 minute. Puis elle dit, c'est ce qu'il faisait quand on le surprenait à faire une bêtise. Il se couvrait. Pas de larmes, juste le silence. Elle renvoya une autre photo. Tommy a 3 ans. Il était assis à une table, tenant un gâteau d'anniversaire en forme de chat. Juste sous son oreille droite, une tache de naissance triangulaire, identique à celle du garçon sur la vidéo. Il est gravement allergique aux arachides, ajouta-t-elle. Même la plus petite quantité fait enfler ses lèvres et rend sa respiration difficile. Essayez, si vous avez besoin d'une preuve. Daniel hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Ce soir-là, après avoir quitté la petite station-service au bout de la rue, Daniel s'arrêta dans une épicerie près du quartier résidentiel. Il se dirigea directement vers le rayon des bonbons, sa main frôlant des marques de chocolat familières avant de se poser sur un sachet portant clairement l'étiquette rouge « Contient des arachides ». Il ne l'acheta pas parce que c'était sa friandise préférée. Il l'acheta parce qu'Evelyn, la mère de Tommy, avait été claire, le garçon a une grave allergie aux arachides. La simple odeur peut faire enfler ses lèvres, rougir ses yeux et rendre sa respiration superficielle. C'était le genre de réaction qui ne pouvait pas être simulée, ne pouvait pas être confondue, et surtout, ne pouvait pas être contrôlée par Lorraine si elle se produisait. Ce serait le test. Un petit acte, mais suffisant pour confirmer l'identité du garçon sans le mettre en danger réel, tant que Daniel restait en contrôle. Le lendemain, pile à l'heure, juste au moment où Lorraine amenait habituellement le garçon au parc, Daniel était déjà là. Il choisit une place près du parterre de fleurs. Vue dégagée, pas d'obstacle. Le paquet de bonbons reposait nonchalamment sur ses genoux, une main tenant une bouteille d'eau de sport,
comme quelqu'un se relaxant après une légère promenade matinale. La familière voiture beige apparut derrière les arbres. Lorraine sortit la première, ses yeux balayant instinctivement le parc. Tommy suivit, petite silhouette, les cheveux effleurant son front. Le garçon était aussi silencieux que jamais, ne lui tenant pas la main, mais assez proche pour ne pas être séparés. Daniel se leva à leur approche, toujours la même apparence calme, un doux sourire. « Tiens, qui revoilà » dit-il d'un ton désinvolte. « Belle journée. Le parc est parfait comme ça. » Lorraine lui rendit son sourire, mais pas aussi à l'aise que la veille. Sa main agrippa doucement le coude de Tommy, non pas pour le tenir, mais pour le retenir, comme une laisse silencieuse. « Oui, c'est bien que Lucas prenne l'air, » répondit-elle, son regard se posant sur les bonbons sur ses genoux. Daniel ne la laissa pas continuer. Il tendit un seul morceau de chocolat, les doigts inclinés juste assez pour montrer l'étiquette. « J'en ai apporté quelques-uns, je n'ai pas pu tout finir. Lucas voudrait-il en essayer un ?» Tommy leva les yeux. Son regard croisa celui de Daniel, juste une seconde, mais dans cette seconde, quelque chose passa entre eux, comme un courant. Lorraine réagit presque immédiatement. « Oh, merci, mais ce ne sera pas nécessaire, » dit-elle légèrement. Il ne prend pas de nourriture inconnue. Estomac sensible. Sa voix était toujours agréable, mais sa main sur l'épaule de Tommy se resserra. Et Daniel le vit, clair comme le jour. Tommy ne parla pas, mais il leva une main vers son col et tira dessus, juste un peu. Un petit mouvement particulier. Puis ses yeux se déplacèrent rapidement, balayant le chocolat puis se fixant sur ceux de Daniel sans cligner, comme s'il essayait de dire quelque chose qu'il n'osait pas dire à voix haute. Puis le garçon baissa la tête, les épaules tremblant très légèrement. Daniel hocha la tête, sans insister. Il glissa le morceau de bonbon dans sa poche et sourit comme si de rien n'était. « Pas de problème, » dit-il doucement. « Peut-être la prochaine fois. » Mais à l'intérieur, ses pensées étaient tout sauf calmes. Tommy avait compris, et sa réaction était exactement celle d'un enfant réellement allergique. Non par peur du bonbon, mais par peur de l'adulte à ses côtés, celle qui ne le laissait pas réagir sincèrement. Daniel n'avait pas besoin que Tommy mange le bonbon. La façon dont le garçon reconnaissait le danger, la façon dont il masquait son instinct, la façon dont il ne le laissait pas paraître devant Lorraine, c'était plus que suffisant. Ce garçon était Tommy Harrington. Et si Daniel n'agissait pas bientôt, cet enfant continuerait à vivre sous un nom qui n'était pas le sien, piégé dans une identité volée, avec une mère qui ne savait qu'imposer l'amour par la peur. Une légère pluie avait commencé à tomber, du genre qui ne trempe pas les cheveux mais suffit à mettre mal à l'aise quiconque reste immobile. Daniel était assis tranquillement dans sa voiture, fixant le poste de police de l'autre côté de la rue, comme s'il s'agissait d'un mur de pierre se moquant silencieusement de son impatience croissante. Sur le siège passager reposait un épais dossier, des photos du garçon, des enregistrements audio d'un appareil placé à l'extérieur de la fenêtre, des dossiers médicaux, des informations sur les allergies, des comparaisons de tâches de naissance et même un plan du quartier. Tout ce qu'il avait suffisait à reconstituer une image complète. Le nom du garçon était Tommy, et la femme nommée Lorraine n'était pas sa mère biologique. Daniel exposa tout cela devant l'inspecteur Whittaker, un homme qui semblait d'un calme presque surnaturel. L'inspecteur lut chaque page, hochant la tête, puis leva les yeux. « Vous avez bien travaillé, » dit-il, son ton poli mais creux. « Cependant, pour avancer avec une enquête formelle, nous aurons besoin d'un mandat de perquisition et d'une confirmation ADN. Et cela prend du temps. » Daniel serra la bretelle de son sac à dos, essayant de se contenir. Je viens de l'enregistrer l'appelant par des noms différents, le menaçant, lui criant dessus. Il pourrait y avoir des abus émotionnels et physiques. Je comprends, répondit Whittaker, mais il n'y a pas eu d'acte spécifique constaté lors d'une surveillance directe. Nous ne pouvons pas entrer chez elle sur la base de simples soupçons. Cette phrase suivit Daniel alors qu'il quittait le poste. Elle resta avec lui pendant le trajet jusqu'à l'hôtel Pacific Heights, où séjournait Evelyn Harrington, la mère biologique de Tommy. Elle ouvrit la porte, vêtue d'un vieux cardigan de laine, le visage tiré et les yeux ternis par d'innombrables nuits blanches. Daniel ne dit pas un mot. Il lui tendit simplement une paire d'écouteurs et appuya sur play. La voix de Lorraine retentit, claire et tranchante. « Tommy, Lucas, Max. Je t'appellerai comme bon me semble. Ne réponds pas. » Puis la voix du garçon, douce, à peine plus qu'un souffle, « Je ne veux pas de ce nom. » Evelyn se couvrit la bouche, tout son corps tremblait. Lorsque la voix de l'enfant se fit à nouveau entendre, elle s'effondra en larmes, sans un bruit. Daniel s'assit à côté d'elle, lui tendit un mouchoir, mais Evelyn ne pouvait toujours pas former un seul mot.
C'est lui, c'est Tommy, dit-elle finalement, comme pour se convaincre que c'était vrai. Daniel demanda, avez-vous déjà rencontré Lorraine? Evelyne leva les yeux. Oui, elle travaillait à la garderie communautaire. Je me souviens très bien d'elle parce qu'elle fixait toujours mon fils trop longtemps. Une fois, je l'ai surprise debout devant l'aire de jeu. Elle a prétendu qu'elle ne faisait que passer, mais même à ce moment-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Evelyne soupira. Je l'ai signalé, mais personne n'a prêté attention. 3 mois plus tard, Tommy a disparu. Daniel resta silencieux. Tout était clair maintenant. Lorraine n'avait pas agi sur une impulsion. Elle avait observé, elle avait planifié, elle avait choisi sa cible et attendu. Ce n'était pas un enlèvement accidentel, c'était un vol calculé. Evelyne leva à nouveau les yeux, sa voix aussi tranchante qu'une lame, elle me connaissait. Elle connaissait mon fils. Et elle savait exactement comment éviter les soupçons. Elle a attendu le bon moment. Elle a pris mon enfant comme s'il s'agissait de quelque chose laissé sur le porche. Daniel hocha lentement la tête. J'aurai besoin que vous fassiez quelque chose. Si je vous appelle, vous devrez être prête à venir. N'attendez pas la police, car je vais faire tout ce qu'il faut pour sortir Tommy de là. Evelyne n'hésita pas. J'attendrai juste devant la porte. Faites ce que vous avez à faire. Ramenez-moi simplement mon garçon. Cette nuit-là, Daniel rentra chez lui. Il étala le plan du quartier sur la table, marquant chaque point d'entrée, chaque sortie, les issues de secours, les heures auxquelles Lorraine quittait habituellement la maison, les angles morts des caméras de sécurité, et même l'emplacement de la fenêtre de la chambre. Il repassa l'enregistrement audio, cette fois plus lentement, écoutant chaque bruissement, chaque souffle de Lorraine et les faibles sons du garçon se faisant gronder. Une fois de plus, sa voix se fit entendre, d'abord mielleuse, puis acérée comme des épines, « Tu es mon enfant. Ils ne te récupéreront jamais. » Daniel alluma son ordinateur, ouvrit le site web du système de soutien militaire et relut les réglementations sur les situations d'urgence. S'il y avait une preuve directe qu'un enfant était en danger, il avait, en tant que vétéran reconnu, le droit légal d'intervenir immédiatement pour préserver la vie. Mais il avait besoin du moment parfait, d'un acte clair, d'une opportunité indéniable. Juste avant l'aube, son téléphone sonna. C'était Evelyne. Sa voix était étranglée par l'émotion, mais stable. Je viens de revoir une vidéo de surveillance près de la maison de Lorraine. Elle a été vue avec un homme, l'ancien superviseur de la garderie où je travaillais. Je l'ai reconnu. Ils se connaissaient peut-être d'avant. C'est peut-être une sorte de vengeance tordue dirigée contre moi. Daniel marqua une pause. Ce n'était plus un enlèvement aléatoire. C'était un plan calculé, déguisé et motivé par un esprit profondément perturbé. Il répondit brièvement, « Je comprends. Soyez prête. Ce sera peut-être ce soir. » 3 heures du matin. La maison numéro 17 était plongée dans l'obscurité, mais à travers l'amplificateur audio, Daniel pouvait encore entendre des pas, des meubles qui bougent, puis la voix de Lorraine, chuchotant de près, venimeuse. « Si tu cries, je te transformerai en un vrai fantôme. Tu comprends ?» Un grand fracas. Les sanglots étouffés du garçon. Daniel n'attendit pas une seconde de plus. Il attrapa son téléphone, appuya sur l'alerte d'urgence, ouvrit la portière de sa voiture en trombe, franchit la clôture, exerçant son droit d'entrée d'urgence en tant que vétéran dans le cadre du protocole de sauvetage d'enfants. La porte arrière n'était pas verrouillée, et juste derrière, là où la lumière de la chambre du garçon brillait encore, la vérité était enfin prête à éclater au grand jour. La pluie commença à tomber juste après que l'horloge eut passé 2 heures du matin. Elle tombait comme de fins fils, glissant sur le pare-brise de la voiture garée de Daniel, à une courte distance de la maison de Lorraine. Le quartier était silencieux, les lampadaires vacillant d'une lueur jaune et terne. Personne n'était éveillé à cette heure, sauf Daniel et peut-être le cauchemar qui se déroulait à l'intérieur de cette maison. Il était assis, immobile, le casque bien ajusté sur ses oreilles, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, connecté à un dispositif d'enregistrement placé juste à l'extérieur de la fenêtre de la chambre. Au début, il n'entendait que des pas, le goutte-à-goutte lent d'un robinet, puis la voix de Lorraine trancha le silence, aussi acérée qu'une lame fendant la nuit. « Tu es une honte. Tu n'es pas mon enfant. » Une gifle sonore retentit dans l'air, suivie de la voix gémissante et tremblante de l'enfant, « Je suis désolé, s'il te plaît, ne m'enferme pas encore, je promets que je serai sage. » Daniel ne réfléchit pas. Il jaillit de la voiture, sprintant à travers la pelouse détrempée. La pluie fouettait son visage comme des aiguilles, mais rien de tout cela n'avait d'importance.
Un tour de passe-partout artisanal, moins de 3 secondes, et la serrure s'ouvrit. Il se glissa par la porte arrière, chaque pas aussi silencieux qu'un souffle. La chambre était vide, mais les pleurs étaient toujours là, faibles et étouffés, comme s'ils avaient été smotrés. Daniel ouvrit le placard. Tommy était à l'intérieur, les poignets liés par une serviette, la bouche scellée par du ruban adhésif. Le garçon leva les yeux, gonflés et rouges, mais brillant encore d'une lueur d'espoir. Daniel le détacha, retira le ruban, le prit dans ses bras et le serra fort. « Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-il. Tu es là pour voler mon enfant ?» Une voix froide vint de derrière. Lorraine. Ses cheveux étaient emmêlés, sa chemise de nuit trempée et collant à sa peau, un couteau d'office serré dans une main tremblante. Ses yeux étaient vides, mais son sourire était tordu d'une manière qui donnait des frissons. « Pour qui te prends-tu? Un flic? Un héros? Je l'ai élevé. Je l'ai aimé. Personne n'a le droit de me le prendre. » Daniel tira Tommy derrière lui. « Vous avez besoin d'aide, Lorraine. Maintenant. Mais ce garçon ne peut pas rester ici une minute de plus. Il est à moi. Je me suis battu pour lui, j'ai repoussé une meute de menteurs. » Hurla-t-elle en se jetant en avant, le couteau visant directement le visage de Daniel. Il esquiva rapidement, pivota et lui bloqua le poignet d'un mouvement net et précis, des réflexes aiguisés par ses années dans les forces spéciales. Le couteau tomba sur le sol. Lorraine était maîtrisée. « Lâche-moi. Tu ne comprends pas, c'est l'enfant que je mérite. » Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit en grand. Evelyne se précipita à l'intérieur. « Je comprends tout maintenant, Lorraine. » Sa voix, bien que rauque avec l'âge, frappa la pièce comme le tonnerre. Lorraine tourna la tête au son des pas précipités derrière elle. La pluie martelait le toit de l'arrêt de bus, comme si elle essayait de déchirer la terre, et à travers ce mur d'eau, Evelyne s'avança. Pendant un instant, elles se figèrent toutes les deux, leurs regards se croisèrent. Un regard du passé, l'autre du présent. Les deux femmes tremblaient. Evelyne. Lorraine recula, murmurant à moitié. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Evelyne ne répondit pas, elle hocha seulement la tête, un hochement lourd de 100 nuits blanches, de 100 fois à serrer la photo de son enfant jusqu'à en perdre le souffle. C'est toi. Sa voix était basse, tranchante comme une lame fendant la pluie. Northridge. Nous étions dans la même classe. Tu te souviens de ce que tu as dit à l'époque? Je ne laisserai jamais un enfant grandir seul. Evelyne s'approcha, chaque pas résonnant comme un verdict. Alors, dis-moi, Lorraine, qu'as-tu fait? Tu as pris mon enfant. Tu l'as enfermé. Tu l'as forcé à t'appeler maman. Tu l'as volé de mes bras. Lorraine balbutia, sa voix à peine plus que le dernier souffle d'une ombre qui s'effondre. Je voulais seulement lui donner une autre chance dans la vie. Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait le chercher. Tu pensais vraiment que personne ne viendrait le chercher? Hurla Evelyne. Je le cherche depuis 2 ans et demi. Chaque nuit, je rêve de lui, pleurant, appelant maman dans son sommeil. Et toi, tu es assise ici, du rouge à lèvres, dans ta petite robe à fleurs, prétendant être bonne, alors que ce garçon n'a même jamais osé lever les yeux pour croiser les tiens. Le vent hurla, faisant claquer l'imperméable d'Evelyne comme un cerf-volant déchiré. Lorraine resta figée, sans voix, son expression vacillant puis devenant vide, comme si chaque couche qu'elle avait soigneusement portée se décollait, laissant derrière elle quelque chose de froid, d'informe et de creux. Tommy se tenait entre elles, petite et trempée. Il regarda la femme qu'il avait élevée comme une ombre, et la femme debout là, les bras tremblants tendus, forte malgré ses tremblements. La femme dont le visage avait autrefois vacillé dans des rêves lointains, parfumé à la lavande et aux berceuses. Evelyne tomba à genoux. Elle ne dit pas grand-chose. Elle ouvrit simplement les bras. « Mon garçon, c'est maman. » Un éclair déchira le ciel, mais personne ne le remarqua. Tommy se tenait toujours là, son corps tremblant de manière incontrôlable. Et puis, en un seul instant, comme si quelque chose d'ancien et d'instinctif s'était réveillé en lui, il se précipita dans ses bras et pleura. Des sanglots profonds et étranglés jaillirent de lui, des sanglots qui avaient été enfermés pendant des années, se brisant enfin comme un barrage. Evelyne serra son fils fermement, comme si le lâcher ne serait ce qu'une seconde pouvait faire s'effondrer le monde entier. « Je suis là maintenant. Je ne laisserai plus personne te prendre. Personne. » Daniel se tenait à quelques mètres de là. Il ne dit rien. La pluie cinglait son visage, se mêlant à quelque chose de plus silencieux, quelque chose qui ne venait pas de la météo. Au loin, les sirènes de police et d'ambulance brisèrent le silence. Personne ne les empêcha d'entrer dans la maison.
Cette fois, aucun permis ne pouvait plus dissimuler la vérité. Et cette fois, la justice n'arrivait pas trop tard. Les lumières rouges et bleues clignotaient frénétiquement à l'extérieur. Voitures de police, ambulances et travailleurs sociaux arrivèrent les uns après les autres, comme si toute la ville venait de se réveiller d'un long et pénible cauchemar. Lorraine était menottée, les cheveux en désordre, sa chemise de nuit tachée du sang de l'échauffourée de quelques instants plus tôt. Elle se débattait et criait « Il est à moi. Il m'appelle maman. Vous ne comprenez rien. » Personne ne répondit. Un officier la tenait fermement par les épaules et la fit sortir de la maison. Ses cris s'estompèrent à chaque pas, jusqu'à ce que la porte en fer se referme derrière elle. À l'intérieur de la pièce, Evelyn était à genoux sur le sol, berçant toujours Tommy dans ses bras. Le garçon ne pleurait plus à voix haute. Il s'enfouissait simplement plus profondément dans sa poitrine, comme s'il essayait de ramper à l'intérieur d'elle pour récupérer quelque chose qui lui avait été volé pendant les 2 dernières années. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, sa chemise trempée, ses mains tachées de traînées de sang de Lorraine, mais ses yeux étaient calmes. Il regardait la mère et le fils, sans rien dire. Une travailleuse sociale s'accroupit à côté d'Evelyn et parla doucement « Nous devrons emmener le garçon à l'hôpital pour un examen complet. Et il y aura probablement une audience d'urgence pour la garde. » Evelyn hocha la tête sans quitter son fils des yeux. Tommy leva la tête. Ses yeux étaient encore rouges, ses lèvres tremblantes, mais pour la première fois depuis qu'il avait été retrouvé, il prononça une seule phrase, murmurée si doucement mais si profondément qu'elle transperça le cœur de chaque adulte dans la pièce. « Êtes-vous vraiment ma maman ?» Evelyn le serra plus fort, enfouit son visage dans ses cheveux et répondit en tremblant « Oui, c'est moi. Je suis ta maman. Je n'ai jamais cessé de te chercher. » Tommy s'effondra à nouveau, cette fois non pas de peur, mais de soulagement. Il n'y avait plus de mains étranges le traînant dans une pièce sombre, plus de cris dans la nuit lui ordonnant de se taire, plus de terreur à l'idée de prononcer le mauvais nom, le nom qu'on l'avait forcé à retenir. Un officier fouillait le rez-de-chaussée de la maison. Après quelques minutes, il revint avec une pile de documents froissés, cachés au fond du tiroir sous la coiffeuse. Sur le dossier du dessus, Lucas Harrington. À l'intérieur, un faux certificat de naissance, des formulaires d'assurance maladie et une demande d'inscription pour une école primaire privée dans un autre district, le tout soigneusement arrangé, comme si Lorraine avait planifié une vie entièrement distincte. Daniel prit l'une des pages, ses yeux parcourant chaque ligne. Tout était parfait, trop parfait pour être réel. Dans un coin de la pièce, un agent de la police scientifique s'agenouilla à côté de Tommy et souleva doucement l'ourlet de sa chemise. Sur son dos, de légères ecchymoses violettes couraient le long des 2 côtés de sa colonne vertébrale. Une marque rouge encerclait son poignet gauche, comme s'il avait été attaché avec une corde ou de la gaze. À l'intérieur du placard, ils trouvèrent une couverture étendue, une bouteille d'eau à moitié vide et quelques miettes de biscuits éparpillés, les traces d'un abri de fortune. Ce n'était pas une chambre, c'était une cellule de détention. Lorraine était assise, menottée, sur une chaise au milieu du salon. La pluie avait trempé l'ourlet de sa robe, et ses cheveux collaient à son front en mèches humides. Mais ses yeux ne luttaient plus, ne suppliaient plus. Ils étaient vides, épuisés, comme si elle avait été mise à nu pour la première fois après des années à se cacher derrière des masques. « Vous avez kidnappé un enfant et reconstruit toute son identité », dit l'officier d'une voix basse et stable. « Pourquoi ?» Lorraine pinça les lèvres, mais soudain, elle se mit à rire, un son fin et cassant, comme un miroir qui se fissure. Je voulais juste une famille. Quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu. Daniel pencha légèrement la tête, les yeux fixés sur son visage. Pourquoi Tommy ? Parce que je connaissais sa mère, expira Lorraine. Evelyn a toujours été la bien-aimée, même à l'orphelinat. Et moi, j'étais l'ombre, l'enfant dont personne ne se souvenait. Quand j'ai appris qu'Evelyn avait un bébé, sans mari, sans soutien, j'ai pensé qu'elle s'effondrerait, et que je serais celle qui interviendrait. Je ferai ce qu'il faut. Je donnerai au garçon une vie différente. Une vie où il était enfermé dans un placard, dit froidement Daniel. Non, ça n'a pas commencé comme ça, s'écria Lorraine, se levant d'un bond avant d'être ramenée en arrière par les menottes. Sa voix se brisa de panique. Je prenais soin de lui au début. Je lui racontais des histoires, je cuisinais pour lui. Mais il n'arrêtait pas de pleurer, d'appeler maman, de prononcer le nom d'Evelyn. Il refusait de m'appeler maman. Il refusait de m'aimer. Et je lui ai tout donné. Vous lui avez tout donné, répéta lentement Daniel, sauf la liberté. Lorraine baissa la tête, ses épaules tremblant, que ce soit de froid ou du poids de la vérité qui se déversait enfin, difficile à dire.
La police prit la déposition, la police scientifique collecta les faux documents, une travailleuse sociale s'agenouilla à côté d'Evelyn, parlant doucement de l'hôpital et des étapes des soins post-traumatiques. Daniel se tenait à l'écart, observant tranquillement tout cela. Il n'interrompit pas. Il n'était pas triomphant. Il n'était pas en colère. Il expira simplement profondément, lentement, comme s'il relâchait une pierre qui pesait sur sa poitrine depuis des années. La justice, parfois, ne s'accompagne pas du coup de marteau d'un juge, mais du son d'un enfant disant « maman » pour la première fois sans peur. Evelyn leva les yeux vers lui à travers ses larmes. « Merci. Sans vous, je l'aurais perdu pour toujours. » Daniel fit un petit signe de tête. Il s'agenouilla, croisant le regard de Tommy au même niveau. « Tu as été si courageux, Tommy. Tu as traversé plus que la plupart des adultes ne le feront jamais. Mais maintenant, tu es libre. Tu as ta maman. Et tu as le droit d'être simplement toi-même. » Tommy ne répondit pas, mais il tendit la main, touchant légèrement le doigt de Daniel, comme pour dire merci sans utiliser de mots. Un policier s'interposa et donna la nouvelle, « L'ambulance est prête. Nous vous escorterons au centre médical. » Evelyn tenait son enfant, aussi léger dans ses bras qu'un rêve enfin retrouvé. Ensemble, ils quittèrent la maison où les cauchemars avaient autrefois pris racine, passant devant Daniel, devant les lumières rouges et bleues clignotantes, se dirigeant droit vers la lumière d'une vérité enfin révélée. Lorraine, depuis la banquette arrière de la voiture de patrouille, continuait de marmonner quelque chose à voix basse. Mais cette fois, personne ne l'écoutait, et personne ne la croyait plus. 3 jours après le sauvetage, un tribunal militaire spécial rendit une décision d'urgence. Lorraine Mayfield fut officiellement inculpée de 3 chefs d'accusation graves, enlèvement de mineurs, abus et séquestration illégale, ainsi que de fraude à l'identité et aux documents de citoyenneté. Lors de l'audience préliminaire, elle ne protesta plus. Elle ne sourit pas. Elle resta assise là, silencieuse comme une ombre effacée, éclipsée par la salle d'audience qui l'entourait. Aucune trace de la perfection qui avait autrefois trompé tant de gens. Les journaux locaux titrèrent « Un ancien agent, Daniel Reese, sauve un garçon disparu après 2 ans et découvre un réseau élaboré de fraude à l'identité au cœur de la ville ». Les chaînes de télévision nationales interviewèrent Evelyn, la mère célibataire qui avait passé des années à envoyer des centaines de lettres désespérées, implorant une aide qui n'était jamais venue. Maintenant, elle tenait enfin son fils à nouveau, tout cela parce qu'un soldat avait refusé de tourner le dos. Le ministère de la Défense publia une citation interne, louant Daniel pour son action résolue qui avait restauré la confiance entre le système et ceux qui l'avaient oublié. Mais pour Daniel, les éloges signifiaient peu. Il ne l'avait pas fait pour la reconnaissance. Il avait fait ce que le système aurait dû faire s'il n'avait pas été si froid, si impardonnablement lent. Au centre de rétablissement des traumatismes de l'enfance de Greenfield, perché sur une colline loin de la ville, entouré de rangées d'érables teintés du rouge du début de l'automne, la salle de thérapie du 2e étage gardait toujours ses fenêtres ouvertes, laissant entrer le doux soleil du matin. À l'intérieur, Tommy était assis seul près de la fenêtre, ses yeux aussi vides qu'un lac en hiver. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit où il avait été retrouvé. Il n'avait pas dit grand-chose, seulement murmuré quelques mots dans son sommeil. Quand la porte s'ouvrait, il sursautait et se tournait brusquement, comme s'il attendait quelqu'un. Certaines nuits, les infirmières devaient s'asseoir avec lui pendant qu'il sanglotait et suppliait « Ne m'enfermez pas, je serai sage. Je ne lui ferai plus honte. » Evelyn était là tous les matins. Elle ne parlait que s'il le voulait. Elle s'asseyait simplement à côté de lui, posait une main douce sur son dos et attendait que chaque respiration se stabilise. Elle aussi réapprenait à être une mère après 2 ans passés entre espoir et désespoir. Même un câlin n'avait plus le pouvoir de tout effacer. Un après-midi, Daniel arriva. Il n'était pas en uniforme, pas de badge, rien de cette posture rigide qu'il avait habituellement. Juste un homme tenant une petite boîte enveloppée dans du papier bleu pâle. « Tommy » dit-il doucement en entrant dans la salle de thérapie. Le garçon se tourna, pas effrayé, mais pas heureux non plus. Juste une reconnaissance, de la même manière que l'on pourrait remarquer le même rocher au bord de la route tous les jours, familier, mais pas assez pour s'approcher. Daniel posa la boîte sur la table. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un modèle réduit d'avion en bois, style classique, doubles ailes, soigneusement assemblé à la main. Sur le corps de l'avion, écrite à l'encre noire et maladroite, les initiales TH « J'ai vu ton croquis dans la chambre », dit Daniel. Il ressemblait exactement à ça. Je n'étais pas sûr que tu aimais encore ce genre de choses, mais j'ai pensé que je devrais peut-être l'apporter.
Tommy ne répondit pas, mais il s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers la table. Ses petits doigts atteignirent les roues de l'avion. Il leur donna un tour. L'hélice tourna doucement. Un long silence s'installa dans la pièce. Puis, pour la première fois, Tommy sourit. Pas un grand sourire, pas pour longtemps, mais il était réel. Pas forcé, pas prudent. Juste un côté de sa bouche se soulevant et une faible lumière naissant dans ses yeux, comme si, pour un bref instant, le garçon se sentait autorisé à simplement être. Le docteur Malik, son thérapeute principal, se tenait tranquillement près de la porte. Il n'interrompit pas, sourit simplement. Quand Daniel sortit, le docteur dit enfin d'une voix douce, « Vous venez de faire plus que n'importe quel sédatif n'aurait jamais pu faire. » Daniel expira. « Je lui ai juste apporté un souvenir pur. » Le docteur Malik regarda Tommy, maintenant assis et jouant avec l'avion, et hocha lentement la tête. Les corps peuvent guérir en semaines, mais les blessures émotionnelles, elles prennent du temps. Parfois, ce qui les guérit vraiment, c'est la patience de l'amour. Daniel ne dit rien, mais dans ses yeux, il y avait une lumière que l'on ne trouve pas souvent chez les hommes qui ont vu la guerre, l'espoir. Quelques minutes plus tard, Evelyn entra. Elle prit tranquillement place à côté de son fils. Tommy tourna la tête, souleva l'avion et dit « Maman, regarde ». Evelyn se figea, son cœur rata un battement. Ces mots, ce qu'elle avait craint de ne jamais plus entendre. Elle se pencha, enroulant ses bras autour de lui par derrière. Cette fois, Tommy ne se tendit pas. Il resta immobile. Il sourit. Dehors, une légère bruine commença à tomber, mais à l'intérieur de cette pièce, un enfant venait de sourire, et une mère venait de pleurer, non pas de douleur, mais de la joie silencieuse et sacrée de retrouver quelque chose de si petit, mais d'une valeur incommensurable, le droit de voir son fils grandir sans peur. Un matin d'automne, le ciel semblait avoir été lavé par la pluie de la nuit précédente. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, tombant sur la vieille table en bois dont la surface était encore marquée de faibles cicatrices de couteau, une relique de la courte tentative de Daniel pour apprendre à cuisiner, qui n'avait jamais vraiment abouti. En se versant son café, ses yeux dérivèrent vers la boîte en fer blanc sur le rebord de la fenêtre. C'était devenu l'endroit désigné pour recevoir le courrier privé des deux seules personnes dont il ne s'attendait jamais à avoir des nouvelles, mais c'était maintenant la chose qui l'attendait le plus. Chaque semaine, il soulevait le couvercle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe de couleur crème, adressée d'une écriture légèrement inclinée à oncle Daniel, de la part de Tommy et maman aussi. Il gloussa doucement, puis s'assit, ouvrit l'enveloppe d'un mouvement lent et délibéré, presque comme pour ne pas troubler le calme de ce moment. À l'intérieur se trouvait une photo. Tommy, vêtu d'un uniforme d'école primaire bleu marine, tenait une petite ardoise sur laquelle était écrit « Premier jour de retour à l'école. Je suis Tommy Harrington ». Le garçon rayonnait, ses doigts levés en un joyeux signe de la victoire. Plus d'expression gardée, plus d'yeux fatigués. Juste un enfant, vraiment un enfant, comme il avait toujours été censé l'être. Avant que Daniel ne puisse réagir, une feuille de papier pliée glissa. Du papier à lettres standard, ses bords légèrement froissés. Dessus, un dessin au crayon de cire. Un homme avec une casquette de soldat tenant la main d'un garçon plus petit, tous deux debout dans une forêt de feuilles dorées. En dessous, les mots étaient griffonnés, « Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait. Tommy ». Daniel resta immobile un instant, puis il pressa lentement le dessin sur la porte du réfrigérateur à l'aide d'un vieil aimant en forme d'étoile, juste à côté de dizaines d'autres photos que Tommy avait envoyées, mois après mois. Derrière le dessin, une petite note pliée était glissée. Elle était manuscrite, l'écriture indubitablement celle d'un adulte, mais les traits étaient légèrement tremblants, comme retenant une émotion. « J'ai écrit une nouvelle sur vous, sur mon fils. Je l'ai appelé l'homme qui a vu l'enfant. Tout le monde ne voit pas l'enfant piégé derrière un sourire forcé, mais vous, vous l'avez vu. Et grâce à cela, mon fils est en vie. J'espère qu'un jour cette histoire sera publiée, pour que les gens comme Lorraine n'aient plus nulle part où se cacher, et que les gens comme vous soient rappelés par leur nom. » Daniel s'assit, ses doigts agrippant doucement le bord du papier. Pas un seul son ne troubla la cuisine, juste le rythme silencieux de sa respiration, lourde d'émotion. Dehors, les enfants du quartier faisaient du vélo au coin de la rue, leur rire porté par la brise. Mais Daniel gardait les yeux sur le dessin, comme si c'était une fenêtre qui s'ouvrait sur le passé, le présent et quelque chose d'encore plus porteur d'espoir que l'avenir. Depuis le sauvetage de Tommy, Evelyn et son fils rendaient visite à Daniel chaque week-end. Il apportait des muffins chauds, de petites histoires de l'école, et parfois juste un long câlin serré. Tommy avait murmuré une fois, après une de ses premières séances de thérapie,
Oncle Daniel est comme un super-héros, mais il ne vole pas. Il avance simplement. Et Daniel, il n'avait jamais eu besoin de voler. Il avait juste eu besoin du courage de voir, et de ne pas détourner le regard. Il leva les yeux, son regard se posant sur le dessin sur le frigo. Puis il murmura doucement, presque pour lui-même, ça en valait la peine. Tout ça en valait la peine. Peut-être que ce qui nous hante le plus n'est pas l'horreur du crime lui-même, mais le silence qui s'éternise bien trop longtemps après. S'il n'y avait pas eu Daniel, un soldat qui a refusé de détourner le regard, Tommy ne serait peut-être resté qu'un autre nom oublié dans une pile de dossiers de disparition de causes inconnues. L'histoire d'aujourd'hui ne parle pas seulement de justice, elle parle de persévérance, de l'instinct de ceux qui ont vu le pire et qui choisissent quand même de se lever et de faire ce qui est juste. Que pensez-vous de Daniel? D'Evelyn, la mère qui n'a jamais abandonné? Et si un jour, vous sentez que quelque chose ne va pas autour de vous, auriez-vous le courage de parler? Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce voyage. Je sais que chacun repart avec quelque chose de différent dans le cœur. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, que ce soit en tant que témoin ou personne directement affectée, n'hésitez pas à le partager. Je lis chaque commentaire et je suis toujours là pour écouter. Comment allez-vous aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui vous pèse ces derniers temps? Si c'est le cas, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, vous n'êtes pas seul.